Frédéric, si on veut tout de suite débuter, quelle différence fait-on entre le climat et la météo? Parce que pour certaines personnes, c'est pas toujours très très net. Merci, bonjour à tous. Habituellement, tu me lances en te moquant de mes origines ch'ti. Oui. Je suis désemparé, j'ai mon Non. pied que je ne peux pas faire. C'est pas grave, je te le ferai tout à l'heure. Donc, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on peut faire Non, oui, météo, climat, c'est Oui. ça. Voilà. La météo, c'est le temps de tous les jours, c'est le temps de la famille, c'est le temps des souvenirs, c'est le temps du journal de 20 heures, c'est le temps d'Evelyne Delia, de feu Gilles Pétré, c'est c'est la température, c'est le vent, c'est le gel ou pas, c'est la sécheresse ou pas. C'est le temps de la mémoire. La mémoire qui est ancrée dans la famille, c'est le temps du temps forcément meilleur dans le passé, hein, quand on allait en vacances chez les grands-parents. Voilà, c'est le temps qui est ici. Le climat, c'est le temps de l'histoire. C'est même le temps de la préhistoire et même encore au-delà. Le climat, c'est de la météo sur au moins 30 ans, sur une surface d'analyse beaucoup plus vaste et avec beaucoup plus de paramètres. Ce sont les mêmes que ceux de la météo, plus tous les autres. C'est par exemple les dates de débourrement de la vigne, ce sont les dates des vendanges, mais c'est aussi par exemple la direction des alisés sur l'océan Indien, c'est aussi les flux de métaux lourds dans la haute atmosphère au-dessus de l'Arctique qui influencent sur la nébulosité, donc la fabrication des nuages et donc sur la fabrication de la neige. C'est même les flux des rayons cosmiques qui ont à peu près le même effet. Ce sont les échanges, beaucoup et de plus en plus, entre la biomasse, les océans et l'atmosphère. Donc c'est du lourd, c'est avant tout des énormes ordinateurs qui ingurgitent d'énormes masses de données et qui essayent d'en dégager des tendances. Et ces tendances, on les a. Alors aujourd'hui, Frédéric, sauf à lire, on va dire, certaines publications donc de façon tonique, de façon joyeuse, et j'allais même dire de façon allègre, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dire que l'homme a déréglé le thermostat de la température? Parce qu'il y a toujours eu des cycles naturels, évidemment. On va le voir donc tout à l'heure sur les différents graphiques, c'est une évidence. Mais au-delà de ça. Alors le climat a toujours varié, on le sait. D'ailleurs, c'est en partie, enfin même beaucoup, en analysant les dates de vendange, le prix de vente du vin, que des historiens comme, surtout lui, Emmanuel Leroy-Ladurie, ont pu fonder une discipline à part entière de l'histoire, qui est l'histoire des climats, l'histoire du climat. Je vous renvoie à ces 6000 pages à Leroy-Ladurie, il y a tout dedans. Et Leroy-Ladurie est intéressant, il a beaucoup travaillé sur la Bourgogne, évidemment. Il est intéressant parce que jusqu'au début des années 90, pour lui, fort de ce qu'il voyait dans les archives historiques, il ne voyait pas le changement climatique tel que le voyaient ses collègues, notamment Jean Jouzel, climatologue. Et depuis les années 90, l'accumulation des dernières données lui a fait complètement changer d'avis. Autrement dit, tout ce que l'on a vu à une échelle historique depuis 1000 ans, même 1500 ans, on a à peu près 1500 ans d'archives historiques sur les dates de vendange, sur la vente de prix, sur le prix du froment par exemple. Ce qu'on observe depuis les années 80 ne s'insère pas du tout dans ce qui a été observé depuis 1500 ans. C'est une singularité, et une singularité d'autant plus forte qu'elle ne s'explique pas non plus par tout ce que l'on connaît des facteurs naturels qui influencent le climat sur une échelle beaucoup plus vaste, que ce soit une échelle géologique, si on démarre il y a 1 milliard d'années, ou une échelle préhistorique, si on ne prend en compte que les glaciations, tous ces grands cycles, à n'importe quelle échelle, je vous montrerai des courbes tout à l'heure, s'expliquent par des facteurs naturels. Ceux qu'on observe depuis, on va dire, 250 ans, et en particulier depuis une quarantaine d'années, ne s'expliquent pas du tout, sauf si on fait intervenir nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on va dire que c'est une preuve par défaut, c'est ça? C'est une preuve par défaut. La science ne fonctionne pas, la science n'est pas là pour dire la vérité. Ça, c'est la foi pour ceux qui y croient, c'est la religion. La science fonctionne sur l'incertitude permanente et la remise en cause permanente. Donc la science ne vous dira jamais l'homme est à 100% responsable. Non, là, pour l'instant, l'homme est à 95% responsable parce que la marge d'erreur de tous les calculs que font les ordinateurs, je fais très très court, est de 5%, et cette marge d'erreur se réduit année après année. Donc si demain, la science vient invalider ce qu'elle nous a dit en disant « mais non, c'est pas du tout l'homme, on s'est trompé », on sera les premiers à vous le dire, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'homme, par défaut d'une autre explication, et tout concorde, si vous voulez, c'est un faisceau de présomption qui est de plus en plus dense année après année. Alors Frédéric, aujourd'hui c'est vrai qu'on a annoncé qu'il ne faudrait pas dépasser ces fameux 2 degrés de climat supplémentaire. On ne parle pas de météo, là on parle bien effectivement donc de climat.
Donc de climat volontaire, bon, on avait décrété ça pourquoi ça veut dire qu'en fait, après on ne sait pas ce qui va se passer. Enfin, Oui, c'est ça. La science peut pas prévoir. La science, elle fonctionne sur ce qu'elle sait. Et ce qu'elle pensait savoir en 1992, quand il y a eu cette première conférence internationale à Rio de Janeiro. Si vous vous en souvenez, le commandant Cousteau, c'est vous dire si c'était loin, cette affaire-là. À l'époque, c'était la première alerte médiatique grand public faite par les scientifiques, dont notre copain Jean Jouzel, sur attention, le climat est en train de se réchauffer. À l'époque, les scientifiques ont dit, nous, ce qu'on voit, ce que voient par exemple les gens de l'INRA sur le développement des prairies, sur ce que voient les viticulteurs, sur ce qui se passe sur leurs vignes, c'est jusqu'à 2 degrés de plus, on sait à peu près prévoir. Parce qu'on l'a déjà plus ou moins vu à des périodes de sécheresse, voilà, on sait. Par contre, au-delà, on ne sait pas. C'est un néant complet, donc dans le doute, abstenons-nous. Et du coup, c'est devenu un peu une norme de pensée, 2 degrés, il ne faut pas dépasser 2 degrés. Alors, sauf que, entre-temps, hein, jusqu'à Paris en 2015, les scientifiques se sont dit, maintenant, on a tellement de données aujourd'hui, finalement, on s'était un peu avancé en 92, il ne faudrait pas dépasser 1,5 degré. Non pas parce qu'au-delà d'1,5 degré, la planète va devenir un rocher perdu au milieu de l'univers, comme disait Nicolas Hulot, mais parce que, au-delà d'1,5 degré, compte tenu de ce que l'on sait aujourd'hui, les modèles n'arrivent pas à voir, n'arrivent pas à prévoir, à nous dire de quoi, comment les plantes vont pousser, comment les animaux vont de quelle façon les animaux vont réagir, etc. Et 1,5 degré, c'est aussi la limite, celle-là on la connaît, à partir de laquelle on commencera à avoir des îles, peut-être, parce qu'il y a toujours une marge d'erreur, peut-être submergées par la hausse continue de la mer d'ici la fin du siècle. Alors c'était des sujets qui étaient absolument pas, si vous voulez, sur la table, tout ça, il y a encore, donc on va dire une vingtaine d'années ici, ça commençait. Mais en 92, là, puisque tu le citais, on était 5 milliards 600 millions d'individus sur Terre. Quand on est né en 2000, il y avait déjà 6 milliards d'individus. On est 7 milliards 3. Là, je regarde si vous voulez à peu près la salle, on va dire qu'en moyenne, on est né, il y avait en gros 3 milliards d'individus sur Terre. Donc, derrière tout ça, effectivement, est-ce que nos modes de vie tiennent la route par rapport à cela? On vous laissera le questionnement sur ce thème-là sans aucun problème. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder effectivement quelques courbes. Là, Frédéric, donc on va commencer, on va dire, on va peut-être après arriver un peu par chez vous, mais on va d'abord commencer, donc voilà, directement avec le film, tu veux? Oui, très bien. Le petit film de la NASA, il faut expliquer quand même comment a été fabriqué ce film, parce qu'en 1880, il y avait très peu donc de satellites. Ça commence en 1880, puis ça va se terminer. Voilà, 1880. Ah ouais. Oui. Donc ça c'est un film. La NASA fait ça tous les 2-3 ans, je crois. Elle produit ce film de synthèse qui agrège toutes les données thermométriques, pour faire court, donc thermomètres. Les thermomètres sont installés dans la plupart des grandes villes du monde depuis 1860. Il y a des thermomètres qui sont aussi posés depuis un peu plus tard sur les bouées qui indiquent les courants, etc. Ça, c'est depuis 1880-1890. Et puis ensuite, il y a eu les satellites, il y a eu les relevés par avion, etc. Donc on agrège tout, on mesure tout, on corrige avec l'évolution de la population, parce qu'une ville qui grossit, c'est une ville plus chaude, donc qui marque son empreinte sur les thermomètres. Donc on corrige tout ça et on compare avec la température moyennement constatée au début du XXe siècle, enfin à la première moitié du XXe siècle. Et vous allez voir. Donc là, on attaque la période des romantiques, on n'est pas loin, ça va faire plaisir à Lamartine, donc allons-y. Voilà, là c'est très bien. Donc tout ce qui est bleu, quand on va vers le froid, c'est qu'on est plus frais que la température moyenne du XXe siècle. Quand on est dans les jaunes et les rouges, voire les noirs, c'est qu'on est un peu plus chaud. Attention. Top, ça va très vite. Vous allez voir, ça va effectivement partir donc très vite. Là, donc, nous allons arriver effectivement du côté du diable. C'est parti pour le XXe siècle. La guerre de 14, ça ne change pas grand-chose, manifestement. Entre les deux, on s'amuse un petit peu partout, sauf à partir de 33 et 36, et là, ça commence à chauffer. La Deuxième Guerre mondiale, bon, pas grand-chose. De Gaulle arrive au pouvoir, vous voyez que ça change pas énormément. On est déjà pratiquement à Mitterrand qui arrive au pouvoir, c'est déjà passé. Ça commence à se réchauffer doucement. Donc là, on continue effectivement le voyage dans le temps. Nous avons dépassé Chirac, tout le monde est passé. Sarkozy, Hollande, là, ça explose dans tous les sens. Bon, tout ça pour dire que même si nous on représente, parce que là, pour être sérieux 2 secondes, la France représente moins de 1% de la population mondiale aujourd'hui, et représente à peu près 1% des émissions de gaz à effet de serre. L'Europe, c'est 11%. Les États-Unis, on est entre 16 et 17. C'est un petit peu plus avec Trump quand même, on espère qu'il va faire monter tout ça. Et puis, et la Chine est à 25. Bon.
Donc c'est ça. Pour juste avoir effectivement un ordre d'idée. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas agir, hein, attention. Mais ça donne effectivement un ordre d'idée. On pourrait détailler les autres, enfin principalement, donc c'est ça. Donc là, on arrive quand même en 2015. Là, on voit bien que c'est quand même... c'est encore augmenté. Là, on serait tout noir là sur l'Arctique. C'est sur l'hémisphère nord que l'augmentation est la plus forte, parce que c'est sur l'hémisphère nord qu'il y a plus de continents par rapport aux océans. Or, les continents se réchauffent plus vite parce qu'ils sont plus sombres que les océans, qui ont un pouvoir, de réflexion plus important, et puis deuxièmement, l'eau se réchauffe toujours moins vite qu'un bout de terre. Donc il faut remercier aussi, en parenthèse, mais l'océan austral, donc qui va ceinturer l'Antarctique, parce que celui-là est donc le plus froid du globe. Il est beaucoup plus froid, il impacte vachement notre circulation atmosphérique. Il faut remercier l'eau en fait. En fait, tout ce qu'on voit là est lié à peine 1% du surcroît de température, de chaleur que l'homme a communiqué à l'atmosphère. C'est à peine 1%, le reste a été absorbé par les océans. Donc ça aurait pu être pire s'il y avait moins d'océans. Vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir en tête, de la même façon que la moitié du carbone est finalement responsable du réchauffement climatique que l'on observe. Donc il y a quand même un tampon, un effet atténuateur qui existe, qui n'est pas prêt de s'arrêter, je vous rassure. Voilà, faut juste avoir ça en tête. Puis comme vous l'avez vu, si on recule, tout est venu de l'élection de Mitterrand. 80, boum, ça décolle. Moi, je veux rien dire, mais on constate. Sous Giscard, ça allait. Pompidou, c'était encore mieux. Mitterrand arrive et ça tout foutu. On n'a pas un truc localement sur Montebourg en Saône-et-Loire. On n'a pas. Non, par contre, vous allez voir en Bourgogne, il y a un avant et un après 1988. On en revient encore à Mitterrand. C'est ça. C'est de l'humour. Alors bon, on continue. Donc c'est on y va sur quelques graphiques quand même qui vont nous ramener. Allez, à quoi? À 800 000 ans à peu près en arrière. On va faire du 800 000 ans. Faire du 800 000, puisque donc Jean Jouzel, qui travaillait avec Claude Lorius, homme absolument formidable. On connaît bien l'histoire avec son verre, avec son glaçon de whisky. Puis il se dit, mais dans ce glaçon, il y a des petites bulles. Ah ouais. Donc c'est du gaz, ça. Ah ouais. Et donc c'est là qu'ils ont eu l'idée de commencer à faire effectivement des forages. Donc on est allé forer très très profond, un petit peu partout, enfin non pas un peu partout, on est allé forer donc là où c'était possible, en Russie, on est allé forer donc en Antarctique, pour remonter, on va dire, une bibliothèque donc du temps, du climat, bibliothèque du climat, et donc ça nous donne moins 800 000 sur la gauche. Voilà, on pourra difficilement aller plus bas, parce qu'ensuite il y a une marge d'erreur importante, puis ça coûte très cher. Ce qu'on voit depuis 800 000 ans, c'est qu'il y a eu des périodes chaudes, on est en haut, des périodes froides, on est en bas. Période glaciaire, voilà, période glaciaire, période interglaciaire, glaciaire, interglaciaire. Première chose. Deuxièmement, on voit bien qu'il y a un parallélisme entre les trois courbes qui mesurent le taux de CO2, dioxyde de carbone, tout en bas le taux de méthane, CH4, et la température. Alors qu'il le fout de la poule, je vous en parlerai après. Ensuite, donc il y a un parallélisme, il y a une périodicité, cette périodicité s'harmonise à partir de 400 000 ans. D'accord ? Quand on regarde précisément, on voit bien que là, pour le coup, c'est pas l'augmentation, les variations du taux de CO2 qui ont impulsé en premier lieu les variations à la température, ce sont les variations de la température qui ont impulsé les variations du CO2. Pourquoi? Et on en vient à la cause. Ça, c'est un phénomène qui est bien connu. C'est lié aux variations d'ensoleillement que subit la Terre, variations d'ensoleillement de la Terre, liées aux variations des paramètres orbitaux de la Terre autour du Soleil et des paramètres orbitaux du système solaire autour du centre de la galaxie. Donc, c'est très compliqué. C'est un Serbe, Milutin Milankovic, ils n'ont pas fait que des génocides, les Serbes, il y en a qui ont fait un peu de science. En 48, on a mis plus de 40 ans à comprendre ce qu'il avait dit. Et donc, variation d'ensoleillement, plus de température. Je sais pas combien de temps on a mis pour la tectonique des plaques aussi, ça a été à peu près 50 ans aussi. Voilà, variation d'ensoleillement, quand il fait plus chaud, la photosynthèse est plus active, donc les plantes respirent plus, émettent plus de CO2, et ensuite il y a un effet d'emballement. Et donc c'est pour vous dire que ça étant connu, quand vous avez 99% des scientifiques du monde qui disent que on est bien sur un réchauffement d'origine humaine, c'est sans doute qu'ils ont raison, parce que ce phénomène est bien connu, et il est bien décrit. Si on se rapproche on dépose juste mon fichier, voilà, vous avez tout en direct. Ouais, vas-y, meuble. Ah oui, donc on peut effectivement la continuer sur celui-là. On va avoir aussi de la vigne qui va arriver quand même. Oui, on va voir la vigne. Mais je vais vous montrer ça. Tiens, ça c'est bien. Voilà. Alors on parle de 1880. Là, ça reprend la courbe, la NASA. Voilà, le truc de la NASA, le film de la NASA. On voit bien que en données corrigées, en moyenne, voilà, sur 10 ans ou sur 11 ans, on voit bien ce qui se passe, même si à chaque fois que vous réduisez l'échelle, vous retrouvez les mêmes choses. D'accord ? Et malgré toujours ces mêmes choses, on voit qu'il y a une tendance qui est systématiquement
à la hausse. Et on voit bien qu'en dépit de ce qu'on aurait pu prendre au début des années 2000, enfin, au milieu des années 2000, pour un léger fléchissement de la courbe, c'est reparti à la hausse et ça va de plus en plus vite. Ça va de plus en plus vite et c'est de plus en plus chaud. Vous allez voir ce que ça donne sur... Alors si je ne l'ai pas oublié, non ça c'est bien. Ah oui, ça celle-là, non ça c'est non. Bon, ça c'est bon, pour vous. Tu as eu droit de courbe déjà, donc c'est bien. Oui, j'ai le droit de courbe. Ouais, Attendez, un peu le problème c'est que je plus, vois rien du tout. En fait. Ça, si tu veux ta Bourgogne, elle est plus en bas. Ah non, c'est ça, c'est mon tapis de sol. Ah oui, bien, c'est aussi intéressant. Là, alors, donc 1905 c'est en haut. Et donc on va jusqu'en 1950. Après, on part 2016 en bas. Voilà. Et vous voyez, mois après mois, les mois qui sont plus chauds, d'accord, que les mois équivalents dans la moyenne des températures entre 1900 et 1950. C'est exactement l'histoire de la NASA, sauf que ça, on vous le montre mois après mois. Et donc vous voyez que, hormis un épisode un peu chaud durant la guerre, à partir des années 80, on est franchement sur du chaud et sur du très chaud et sur du très très chaud. On est même sur du noir sur l'hiver 2015. Et alors, je vous l'ai pas mis, mais j'ai vu la dernière courbe qui est sortie, pardon, le dernier graphique qui est sorti en 2016 et 2017. Dans les mois qui ont été mesurés, on est quasiment en tout noir. Donc on a bien une tendance de fond. Il faut bien voir deux choses. Premièrement, on a une hausse rapide et de plus en plus rapide des températures. Et deuxièmement, ce qu'on a vu avec le film de la NASA, c'est un phénomène qui concerne le monde entier. Ça, c'est la Bourgogne. Voilà, les années 60 jusqu'en 2007. J'ai pas trouvé de courbe pour les années qui suivent, mais manifestement, il n'y a pas de raison que ça ait changé. Donc c'est les anomalies de température, c'est-à-dire les températures différentes des températures moyennes constatées au début du XXe siècle. Vous voyez là qu'il y a une vraie césure en 1988, c'est une spécificité de la Bourgogne, pourquoi j'en sais rien. À partir de 1988, donc sans doute la réélection de Mitterrand, il fallait voter Chirac, on a une hausse rapide de la température, plus rapide qu'ailleurs de la température en Bourgogne, c'est de l'ordre de 1 degré depuis un peu plus d'1 degré depuis 1960. C'est quand même beaucoup. Parce que la hausse de la température moyenne dans le globe est de 0,8 degrés à peu près depuis 1900. En France, on est entre 1,2 et 1,5 selon les régions. Vous êtes à un peu plus d'1,5 sur l'ensemble de la Bourgogne. Mais encore une fois, ce sont des moyennes. Les moyennes, ça ne veut pas dire grand-chose. Une moyenne, si on additionne des chiffres, on les divise par le nombre de chiffres. Donc on est un peu plus d'1,5. Pourquoi? Parce qu'à partir de 88, on a une hausse rapide que l'on voit sur une autre courbe. Et je ne vois rien du tout sur ces lignes, c'est trop petit. Vous avez cherché quoi? Oui, non, mais ils n'ont pas les lunettes. Là. Si, non, mais j'ai pas besoin de lunettes normalement, mais je commence à m'inquiéter. C'est quoi ça? Non, ça c'est compliqué, ça c'est du pinard. Est-ce que ah voilà, c'est ça. On la voit là, la césure. Là, on va jusqu'en 2010, pardon, la césure en 1988. C'est-à-dire, ça vivotait, voilà, ça blablabla comme ça depuis le début du XXe siècle. Et paf, 1988, tout par la hausse d'un coup. Et la tendance. Alors pourquoi chez vous? Je sais pas. J'ai pas trouvé d'explication. Ce qui est quand même rassurant parce que ça veut dire qu'on sait pas tout. Donc les météorologues, les climatologues ne savent pas tout. Alors on peut arriver à découvrir ça. Et ça on le voit partout. On le voit sur la vigne, on le voit sur le rendement des fourrages, on le voit sur tout. Donc il y a un phénomène très fort sur la Bourgogne qui est quand même assez étonnant parce que la Bourgogne est variée. Ça c'est la carte des vignobles. La Bourgogne est un territoire vachement étendu, c'est un territoire avec plein de météos un petit peu différentes. Donc là, c'est les vignobles qui sont indiqués. Ce qui veut dire qu'on a des territoires qui ont plus pris que d'autres. Dans le Mâconnais, manifestement, vous avez plus pris de température que dans le Morvan. Oui. Dans le Morvan, il n'y a rien, il n'y a pas d'onde, pas de téléphone, et même le thermomètre n'ose pas sortir. Il y a le Mont-Beuvray, il y a tout ça. Je sais, je reviens, j'y viens d'y passer 5 jours. Il y a 2 habitants au kilomètre carré, et on adore ce coin-là. La Cure, on connaît par cœur. L'histoire de Clamecy, de tout, on est, voilà, de Corbigny, de l'Orme, on trouve dans les places, du Montsauge, on est bien Autun. On se rapproche, je peux aller Autun. Oui, non, c'est excellent salon du livre qui est éduqué tous les ans, à côté des anciens terribles. Et donc là, tu as la carte de la Bourgogne qui veut. Oui, rapproche-toi, t'es pas loin. Ouais, t'étais bien là. Première fois qu'il fait ça, habituellement, il est très doucement, mais là, voilà, c'est l'émotion. C'est l'émotion bourguignonne, bien sûr. Donc, voilà, je vous apprends rien. La Bourgogne, c'est quand même vachement grand, c'est vachement diversifié. Ils savent 4 départements, ils sont non, mais c'est pas grave. Je suis sûr qu'ils savent pas qu'ils sont près du bassin parisien. C'est qu'il y a le Morvan en plein milieu. Et qu'il n'y a pas de buveur en Bourgogne. Ah non. Ah si. Quand même, pas que ça. On voit autre chose que des cuves de centrales nucléaires.
Non, je voulais vous en montrer. Tiens, par exemple, ça doit être du pinard. Non, ça c'est C'est incompréhensible. la Rochepot en bas à droite. Voilà. C'est celui-là. Celui-là, il est pas mal. Il est bien. Tout le monde sait où se trouve la Rochepot. Oui, ici, ça. Savigny-les-Beaunes, ils savent aussi. Vous savez tout, hein? Oui. Eh bien, quand on mesure, alors l'indice de Huglin, je vous le fais court, on additionne tous les jours au cours desquels on mesure au moins 10 degrés, voilà, une température favorable au développement du vent. On additionne tout, autrement dit, c'est plus le nombre de degrés jour est important, plus on est sur un climat chaud, voire très chaud. Ce qu'on observe depuis 1973, que ce soit à la Rochepot, qui est en légère altitude, et à Savigny-les-Beaunes, c'est que ce nombre de degrés jour augmente et que du coup c'est comme si la Rochepot passait d'un climat très frais à un climat frais et Savigny-les-Beaunes d'un climat tempéré frais à un climat tempéré. Attention, ce sont des projections à la louche, hein, prenez pas ça au pied de la lettre, c'est pour vous donner une évolution des tendances. Ce qu'on voit, si vous voulez, vous repérez où vous êtes à peu près. Oui. Vous êtes sûr, hein? Vous savez où est la Bourgogne, parce qu'avec la Franche-Comté, moi je sais plus. Hein. Donc si on regarde en 2050, c'est comme si effectivement ce bout de France descendait vers le sud et vous allez aller entre 2 et 3 degrés. Donc c'est comme si Mâcon descendait au niveau de quoi? On va dire Lyon, même un peu plus bas que Lyon sans doute, mais beaucoup plus bas que Lyon. On va dire Valence. Valence. Ça vous va, Valence? Valence, c'est bien. Valence. Avignon. Musulman. Bon, je vous le fais pour Avignon, d'accord? Toulouse, on va quand même descendre, si vous voulez, du côté de l'Andalousie. Hein. Vous voyez, c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que, en fait, si on prend un chiffre qui est 150, on l'a fait à la télé l'autre jour, donc on est au point, c'est-à-dire 150 km. Donc ça veut dire que si moi je le prends dans le sens de la montée, de savoir venir aussi au fait que la France descende, lorsque vous avez 1 degré supplémentaire de climat, une fois de plus, hein, pas du tout de météo, c'est comme si vous aviez une bande, on va dire, de végétaux et animaux de 150 à 180 km qui remontent vers le nord. Alors ça ne veut pas dire pour autant que vous allez avoir des kiwis un jour dans les Ardennes, que vous allez chasser l'hippopotame ou la girafe non plus en Normandie, parce qu'il y a quand même quelques éléments qui interviennent et qui sont un petit peu autres, mais c'est un petit peu ça. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fois, avec le réchauffement climatique, on a je crois qu'on l'a, c'était assez bien démontré, c'est la rapidité des phénomènes. C'est-à-dire que des périodes de glaciation, des périodes de réchauffement, il y en a toujours eu. Ça, on le sait, on l'a compris. Et puis donc, il y a une accélération quand même extrêmement forte. Pour ça, je disais qu'on avait gentiment déréglé le thermostat de la planète. Donc, rapidité des phénomènes. La biodiversité, donc cette nature, on va dire, on va prendre ce mot simple, parce que mon bon maître Jean-Marie Pell, qui disait quoi, biodiversité, il disait, c'est quasiment, on a l'impression que ça a été forgé par des énarques comme mot, c'est ce mot-là. Bon, voilà. C'est un peu techno, quoi, biodiversité. Alors, la nature, c'est plus vaste. Mais, c'est quand même le support de nos vies, nos existences. Vandana Shiva théorisait ça en disant que sur une planète morte, on ne peut pas faire de business. C'est comme ça qu'elle a fait comprendre 2-3 choses à des économistes qui ne juraient que par le PIB. Donc, rapidité des phénomènes. Et puis l'autre chose, c'est que les endroits, par exemple, c'est les extrêmes qui vont être touchés. Les endroits où il fait sec, il fera encore plus sec. Les endroits où il fait chaud, il fera encore plus chaud. Alors c'est pareil, ça c'est les grandes tendances. Après vous aurez obligatoirement, localement, des choses qui vont être différentes, que vous observerez vous aussi dans votre coin. Mais globalement, effectivement, c'est les 2 enseignements que l'on tire aujourd'hui. Là, c'est pour illustrer ce que tu dis, donc pour 1 degré de plus, on monte de 150 km, c'est une moyenne, et en montagne, on monte de 150 mètres. De 150 mètres, voilà. Ça c'est le être. Le être, il se plaît là où c'est vert, là, vous voyez? Ok. Et en 2100, voilà où le être pourrait se situer. Alors, ne soyez pas effrayés, c'est une tendance, c'est sans doute pas comme ça que ce sera en 2100, mais en 2100, si la tendance continue, la niche écologique du être pourrait se réduire à l'Alsace, aux Vosges, et voilà, en gros en moyenne montagne. C'est pour ça qu'on a failli mettre être, puis après ne pas être, mais c'est ce qu'on s'est dit. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça l'idée. Denis, tu es le Shakespeare de la radio publique française. C'est la connerie. Non, pas du tout. Alors voilà, encore une fois, faites très attention à toutes ces cartes. Ça, c'est vos 4 départements, hein, c'est ça? Voilà, ça c'est donc la Bourgogne. Hein, je vous la non, mais c'est bon. Donc vous êtes tout en bas, là, tout en bas à droite. Ouais, on a en été, en hiver, pour 2040 par rapport à 1999. Bon, en hiver, ça n'a pas trop changé. En 1999, vous voyez la hausse qui est à droite. Voilà, en été, on serait entre 1,6 et 2,4 degrés.
Et vous voyez qu'il y a bien une séparation entre la Bourgogne de l'Est et la Bourgogne centrale et la Bourgogne de l'Ouest. Vous êtes, vous, le territoire le plus concerné par le changement climatique. Ce que vous voyez là ne va sûrement pas se réaliser. Encore une fois, la prospective ne fixe que des tendances. Mais la tendance est lourde, ça veut dire quoi? De façon très concrète, pour vous, ce qu'on voit déjà, et ce que tout le monde voit, c'est les agriculteurs, c'est les pêcheurs, c'est les chasseurs, c'est les viticulteurs, c'est tous les gens qui sont au contact de la nature, les météorologues évidemment. C'est des étés plus secs, c'est des hivers plus doux, des intersaisons plus compliquées. Ça, on le voit sur le rechargement des nappes, on le voit sur la période d'étiage des rivières, on le voit sur la variabilité supplémentaire des précipitations. Quand on regarde les temps, je ne vous ai pas montré les cours, mais rien, on voit rien sur l'évolution des précipitations. On voit pas grand-chose sur le débit des rivières, sauf sur certaines. Ici, en Saône-et-Loire, il y a des débits qui auraient baissé de 10%. Mais ce qu'il faut avoir en tête, une température, on peut s'adapter, une quantité d'eau qui baisse, c'est plus difficile. Alors la quantité d'eau qui va tomber... C'est là le facteur limitant. Le facteur limitant, c'est toujours l'eau. On a besoin d'eau. Voilà. Et tous les territoires ont besoin d'eau. Les nappes ont besoin d'eau, l'agriculture a besoin d'eau, l'industrie a besoin d'eau, tout le monde a besoin d'eau. Alors la quantité d'eau qui tombe par année du 1er janvier au 31 décembre ne change pas. Ce qui change, c'est la période au cours de laquelle elle tombe. Et on voit de plus en plus, chez vous comme ailleurs, et à Dijon en particulier, on voit des réseaux d'eau pluviales qui ne sont plus adaptés à des pluies violentes, où on a en 3 jours ce qui tombe habituellement en 1 mois. Concrètement, voilà le changement climatique, en plus du reste, en plus des vignes que l'on cueille, du raisin que l'on cueille de 15 jours à 3 semaines plus tôt que dans les années 70. Mais les vignerons, vos 4000 vignerons effectivement bourguignons, là, se posent quand même pas mal de questions, quoi. Ils sont en train de se dire comment on va travailler la vigne aussi demain. La question que se posent les vignerons ici, c'est de savoir si le Bourgogne, enfin, ça a quand même une typicité du Bourgogne qui est particulière. Il y a ce qu'on appelle les climats, je vous apprends rien. Non. Bourguignons, autrement dit les terroirs qui quasiment changent d'une parcelle à l'autre. Il n'y a qu'en Bourgogne qu'on a ça pratiquement. Et ce qu'on observe avec donc la maturation plus rapide du raisin, qui change le taux de sucre, qui change les propriétés organoleptiques des jus, ce qu'on voit, c'est une typicité qui a tendance à baisser. Et la grande peur, si c'en est une, j'en sais rien, de beaucoup de gros, pas de gros vignerons, de gros crus, bourguignons, pardon, c'est d'aller de plus en plus vers des vins qui ressembleront à ceux du nord de des côtes du Rhône. Voilà. Des vins un peu plus tanniques, un peu plus charnus, avec moins de différence entre les différents châteaux. Et ça, c'est un mouvement de fond qu'on observe partout. Le changement climatique, il a bénéficié aux vins du Languedoc et au sud de la vallée du Rhône, alors aussi parce qu'ils ne travaillent plus comme des cochons comme avant. Donc le changement climatique a amélioré la qualité des jus, sauf que, c'est pas votre cas ici, mais dans le Languedoc-Roussillon, dans le sud de la vallée du Rhône, on arrive à une limite où les vins sont presque cramés, il n'y a plus que du cassis en bouche. On est allé, nous, il n'y a pas tellement longtemps, on est allé du côté de Gigondas. Donc on est au pied des dentelles de Montmirail, là, qui sont super dans le Vaucluse. Et donc on a vu donc des vins sur la bouteille, on voyait 15 degrés et demi. On a dit non, pas avant la conférence, on va pas se le faire comme ça. Et alors on s'est dit qu'il suffisait à ce moment-là de rajouter un tout petit peu d'écorce d'orange dans le Gigondas. Et on obtient du martini. On est en train de faire du martini, merci le changement climatique. Non mais après il y a un aspect qui est tout bête, mais vous savez les classements AOC dépendent aussi des rendements de chaque parcelle, de chaque vignoble. Or, les rendements augmentent. On envisage là d'ici 2040 une augmentation de 200% des rendements. De fait, il y a des vins qui ne pourront plus être classés tels qu'ils sont classés aujourd'hui par l'INAO. Si les rendements augmentent, en fait, voilà, le classement il est aussi fait en fonction des ventes qui sont permises, lesquelles sont plus ou moins liées à une qualité des jus, laquelle correspond à ce qui a été fixé dans le cahier des charges, etc. Donc voilà concrètement les conséquences que le changement climatique pourrait avoir ici. Ce qui inquiète le vigneron local aussi, ça a été de voir un François Pinault qui a acheté à 250 millions, donc le foncier à 8 hectares, et que là ils se disent « Oula, on est mal ». Alors évidemment, là on est en pays riche. Lorsque vous êtes en Somalie, lorsque vous êtes en Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué. Vous avez par exemple une bande qui part du Maroc, du Maghreb, et qui va remonter jusqu'au Pakistan, où il vient passer. Et là, vous avez une bande avec près de 700 millions d'habitants. À part que plus des 2 tiers de l'année, il fait 50 degrés, si vous voulez, en plein jour.
Alors là, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce qu'effectivement, ce sera peut-être une des questions, ça on vous laissera poser, si vous voulez poser des questions sur réfugiés climatiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de différentes données. Lorsque vous êtes un gamin qui a 18 ans, 20 ans, vous habitez dans une dictature, vous avez un sol qui ne donne plus rien, vous ne pas manger dessus, vous n'avez pas d'avenir. De toute façon, votre vie, vous la jouez au poker, vous traversez la Méditerranée, vous essayez d'arriver ici ou ailleurs. Bon. Donc c'est une autre donnée. Mais ça, c'est-à-dire qu'il le voit. Lorsque l'on a vu effectivement donc les différents petits atolls, différents petits États, Tuvalu a été extrêmement médiatisé, on savait même pas où c'était avant. Bon, maintenant on situe à peu près où les choses se passent. On fait partie de ces États insulaires qui, eux, effectivement, voient l'eau monter. Je dis pas qu'ils ont eu non plus une formidable conception environnementale de leur île. Hein. Ils ont un petit peu détérioré des trucs parce qu'ils ont fait des tas de forages, donc à un moment la terre aussi s'est enfoncée, donc si elle s'enfonce, bah, vous avez l'eau vous avez presque au niveau du gosier. Bon, mais au-delà de ça, ils le voient. Au Bangladesh, si vous voulez, actuellement, lorsque vous avez les moussons et même un petit peu plus, on a eu des réfugiés climatiques, mais au sein du même pays. Vous avez eu 25 millions de gens du Bangladesh qui sont obligés de remonter dans les terres. Parce qu'évidemment, c'est extrêmement plat pendant pas mal de kilomètres. Et donc, ça a salinisé absolument tout. Donc, c'est ça aussi directement. Alors nous, évidemment, en France, ça va être la destruction de quelques maisons. On a vu Soulac-sur-Mer, on a vu la Cano. Bah oui, vous avez eu encore 20 mètres d'érosion sur l'île d'Oléron, là où vous n'avez pas d'habitation sur un côté de l'île d'Oléron, parce que c'est parti. La petite villa que vous aviez acheté les pieds dans l'eau, ça s'appelle les pieds dans l'eau, ça me suffit. Bah, elle porte bien son nom, celle-là. Voilà, donc c'est ça. Alors, si c'est ça, bah oui, bah les Pays-Bas aussi, je sais pas s'ils vont rendre le fric, mais en tout cas, ils rendent en tout cas de la terre à la mer parce qu'ils se disent c'est pas la peine de lutter. Vous voyez, donc c'est aussi des jeux. Donc c'est aussi de l'adaptation. Il va falloir faire avec. Si on peut s'amuser à faire des digues, donc la technique nous sauvera, oui, mais jusqu'où? Ce qui peut donner aussi, d'ailleurs, aussi des trucs comme malheureusement comme la Faute-sur-Mer. Là aussi. Alors là, c'est autre chose. Hein. C'était une autre affaire, c'est une tempête. Et on n'est pas en train de vous dire toutes les tempêtes égale réchauffement climatique. Non. Alors justement, tiens, sur les cyclones, qu'est-ce que l'on peut dire? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas en fait mondialement, enfin aujourd'hui, hein, si on revient dans 10 ans ou dans 15 ans, ça va peut-être bouger tout ça, mais on n'a pas une fréquence cyclonique qui est plus importante. En revanche, on constate, ce que je vous disais tout à l'heure, les extrêmes qui sont accentués, quand même une intensité qui est plus forte. Oui, alors ça c'est toujours difficile à admettre. On l'a bien vu avec le train de cyclones qui s'est abattu sur les Antilles françaises et anglaises et jusqu'aux États-Unis. Dire que c'est lié au changement climatique, ça n'a aucun sens. Il y a toujours eu des cyclones, il y en a 80 par an, en particulier pendant les mois d'été, et ces cyclones voyagent toujours en train. Voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, ça part du Cap-Vert, ça se nourrit sur l'Atlantique Nord, et puis dès lors que ces cyclones, qui sont jamais que des cumulonimbus qui tournent, arrivent sur le golfe du Mexique, là, il y a tellement de chaleur que voilà, ça leur profite, ils deviennent très, très vilains et incontrôlables. Ce qu'on observe par contre, c'est une intensité plus forte de chaque cyclone. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est liée au changement climatique? Personne ne pourra vous le dire. Par contre, ce qu'on a vu cet été et ce qu'on a vu les étés précédents correspond aux tendances dégagées par les modèles climatologiques. Donc, ce qu'on a vu cet été, est-ce que c'est lié au changement climatique? En tout bon scientifique, la réponse est non. Est-ce que ce qu'on a observé cet été va se multiplier dans le futur? La réponse est sans doute oui. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'énergie en jeu, et cette énergie, il faut bien qu'elle s'évacue d'une façon ou d'une autre, et par les airs, et par la mer, donc des facteurs violents, une variabilité, une violence des événements plus importante, si vous voulez. C'est comme si on avait rajouté une variabilité supplémentaire à la variabilité des phénomènes naturels. C'est comme si ce qui était rare il y a 30 ans l'est de moins en moins. Voilà ce que ça veut dire. De la même façon, c'est pertinemment, souvenez-vous de la prospective sur la France en 2050, on voit que tout le pourtour méditerranéen est rouge et bien rouge. Effectivement, la tendance est une maghrébisation pour le climat, maghrébisation du pourtour méditerranéen, c'est-à-dire que sur la Côte d'Azur, comme sur le Languedoc-Roussillon, on a des paramètres météorologiques qui ressemblent de plus en plus à ceux qu'on voit sur le pourtour méditerranéen de l'autre côté de la Méditerranée. La Côte d'Azur ressemble de plus en plus au Maroc. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on aura, en Côte d'Azur, on aurait, conditionnel, un été sur 2 caniculaire d'ici la fin du siècle.
Enfin, on pourrait avoir si la tendance se confirme. Voilà ce que ça veut dire. Mais comme cette tendance, on la connaît, comme on en connaît le rythme, a priori, on a tout le temps de s'adapter. Il n'y a rien de dramatique là-dedans. On est une société riche, éduquée, on va affronter bien d'autres choses. La France était en ruine en 1945. En revanche, les sociétés pauvres. Les sociétés pauvres, elles vont avoir un peu de mal. Et puis, de toute façon, tout ce que je vous raconte, c'est pas la peine de le noter. La petite brochure que vous avez, c'est moi que je l'ai écrite. Il n'y a pas mon nom, mais c'est bien moi que je l'ai écrite. Et merci à tous.